Les 6 heures d'Imola ont ouvert la saison 2026 du championnat du monde d'endurance, une manche italienne qui a remplacé les 1812 km du Qatar reportés pour la situation géopolitique que l'on connaît au Moyen-Orient, et des 6 heures d'Imola qui ont été remportées par Toyota Racing, une 50e victoire en 100 courses disputées en mondial, un sujet sur lequel nous allons revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Pour cela, je serai avec Thibaut Villemont qui était en Émilie-Romagne et Laurent Mercier qui m'accompagneront pour évoquer évidemment la course, mais aussi, vous l'attendez certainement, les à côté avec plusieurs sujets, dont la BOP, sur laquelle nous allons revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Toyota Racing s'est donc imposé en terre italienne. Thibaut et Laurent, bonjour d'abord à vous deux. Toyota Racing, le nouveau nom du Toyota Gazoo Racing, on vous le rappelle pour cette campagne 2026, qui a un petit peu déjoué ce que beaucoup ont écrit en avance, c'est-à-dire une domination de Ferrari que beaucoup estimaient déjà accomplie après le prologue et après les essais où les 499P s'étaient montrés très en verve. Mais finalement, Toyota Racing, avec une partie de sa science de la course et également une TR010 hybride qui s'est montrée à son avantage en termes notamment d'exploitation des pneus. Cette TR010 hybride numéro 8 de Sébastien Buemi, Brandon Hartley et Ryo Hirakawa s'est imposée donc au terme des 6 heures de course. Thibaut, Toyota mène 2-1, on va dire, en terre italienne face à Ferrari depuis le début de l'affrontement des deux marques en championnat du monde d'endurance. On va commencer donc par ces vainqueurs, Sébastien Buemi, Brandon Hartley, Ryo Hirakawa. On les a vus déjà en qualif, ils étaient dans le bon wagon. En course, si Ferrari a vite fait un doublé, on va dire, dès les premiers mètres avec la 51 et la numéro 50, surtout qui a profité de ses pneus tendres pour passer cette numéro 8, mais au final, le déroulé de la course et la très bonne stratégie de Toyota a fait le reste, Thibaut. Et bonjour à tous, bonjour à vous deux. Il est certain que on a pu voir que la TR010, donc la version 2026 de la GR010 hybride, une copieuse évolution sur le plan aéro notamment, est bien née. Après, quand on analyse la course, quand on regarde les chronos, les moyennes, tout ça, en fait, l'hypercar japonaise n'était pas forcément la plus rapide et clairement, on a vu un Toyota qu'on connaît, qui a, voilà, même si parfois ils se sont un petit peu, on a eu des courses un petit peu décevantes l'année passée, mais là c'est vraiment au niveau de l'exécution que l'équipe japonaise a fait la différence. Mais bon, sans une bonne voiture, l'emporter n'aurait pas été possible, et tout a commencé effectivement dès les qualifs avec un super chrono d'Hirakawa qui arrive à terminer à 11 millième de Giovinazzi, ce qui était une surprise. Après, la différence honnêtement entre les deux, elle s'est clairement fait sur la stratégie, sur des choix de pneus. On a aussi vu que la Toyota numéro 7 était la seule vraiment hypercar à avoir réussi à se frayer un chemin dans le peloton et à gagner des positions malgré une position sur la grille qui était pas avantageuse, c'est un grand mot, mais pas forcément optimale. Et encore là, c'est pareil, ça a été que de la stratégie, des short refueling, des undercuts, vraiment des offsets, et c'est tout ça qui a permis à la numéro 7 de se frayer un chemin. À la fin, c'est comme ça qu'ils ont fait la différence sur Ferrari. Je pense que la Ferrari demeurait quand même la voiture la plus rapide, et il n'y avait pas que. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une belle course, et Toyota nous a fait du Toyota au niveau d'exécution, et c'est clairement ça qui leur a permis de faire la différence. Tu considères ce résultat final comme une victoire de Toyota ou alors une défaite dans un sens de Ferrari ? Non, une victoire de Toyota. Il y a une nouvelle gamme de pneus Michelin Hypercar qui arrive. Tout le monde la découvre. Toyota a fait un triple relais avec ses pneus en deuxième partie de course. Ils ont réussi à splitter les stratégies entre les deux autos. Il y en a une qui a gardé les softs, la 8 qui était un petit peu plus destinée au cas où il pleuvait. Il y a la 7 à contrario, elle n'avait pas la même monte pneumatique. Non, au final pour moi c'est une victoire Toyota qui est vraiment frappée du sceau de la stratégie, et c'est plus qu'une défaite Ferrari. Après forcément quand on a deux voitures aux avant-postes en fin de course, c'est toujours un avantage. Là où Ferrari n'en avait plus qu'une parce que la 83 est passée mais totalement à côté de son week-end. Et la 50 a écopé d'une pénalité qui l'a fait chuter dans la hiérarchie. Qu'est-ce qu'il en aurait été s'il y avait deux Ferrari officiels aux avant-postes ? Peut-être que là aussi il y aurait eu des choix de stratégie différents dans le clan italien, et là peut-être qu'il y en a une des deux qui aurait pu peut-être être un petit peu plus menaçante sur la numéro 8.
On a vu, hein, Thibaut, le jeu d'équipe dans un sens de Toyota, hein, avec cette numéro 7 qui est restée en piste, et surtout, donc, comme tu le disais, avec ces fameux pneus qui ont fait un triple relais. Sans ça, tu penses que malgré le retard accumulé, hein, par la numéro 51, puisque la numéro 8 a creusé petit à petit l'écart, sans cette Toyota numéro 7 un petit peu en tampon, on va appeler comme ça, est-ce que la fin de course et Antonio Giovinazzi aurait pu revenir sur Sébastien Buemi en fin de course selon toi? Ça a aidé forcément. En revanche, c'est tellement compliqué de doubler à Imola. Aucun des deux camps, ils ont estimé que c'était ce duel Kobayashi-Giovinazzi qui avait vraiment aidé la numéro 8. Je pense qu'à la fin, ça aurait été quand même compliqué. Donc, je pense que la numéro 8 a construit sa victoire avant. Ça a aidé. Mais je pense qu'à la fin, ça n'aurait rien changé réellement au résultat final. Et donc Thibaut, cette TR010 hybride, qui est donc une grosse évolution de la GR010 hybride que l'on avait vu jusque-là en catégorie hypercar, qui s'impose à sa première course, comme on vous l'a expliqué dans nos infos d'après-course, hein, qui imite ainsi la TS040 et la GR010 hybride. Est-ce que c'est vraiment un gros pas en avant de ce que tu as pu voir avec l'encadrement de Toyota et les pilotes? Est-ce qu'il y a vraiment cette mise à jour, cette grosse mise à jour va dans le bon sens pour le clan japonais? Oui, quand même. Les pilotes en sont satisfaits, c'est certain. La GR010 était déjà une très bonne voiture. Est-ce qu'elle aurait gagné à Imola? Peut-être, honnêtement, parce qu'encore une fois, c'est vraiment la stratégie qui a fait la différence. Mais elle est certainement, forcément, aujourd'hui, quand on fait une amélioration sur la voiture, on cherche pas de la perfo, puisqu'il y a une BOP qui est censée niveler tout ça, mais plus de la drivability, de la constance, de la facilité de conduite. Et à écouter les pilotes, c'est ce qu'ils ont eu. Ils sont relativement satisfaits de ça. Et après, on sait que la GR010 hybride était déjà une voiture qui était assez économe avec ses pneus. Donc ça c'est une bonne chose. Et la TR010 hybride est toujours. Et puis sur un plan qui est totalement moins important, elle a sacrément de la gueule en photo, mais je peux vous dire aussi en vrai. Elle est très jolie, elle a une belle couleur, elle a une belle forme, elle est bien proportionnée. C'est chouette pour les fans, on va dire, voilà. Mais en tous les cas, non, les pilotes en sont ravis. De là à ce que elle assomme la concurrence, je pense qu'il faut les compter parmi les favoris, mais en tous les cas, non, ils ont fait un beau pas en avant. Ils font pas une Evo aussi importante, heureusement, si à la fin les bénéfices ne sont pas là. Et comme tu disais Thibaut, le clan Ferrari n'a pu compter que sur une seule flèche en fin de course, hein, puisque la numéro 50, et ça va nous servir de transition, a été pénalisée pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeau jaune. Et ça a également été le cas de la Cadillac numéro 12, sur laquelle nous allons revenir un petit peu après. Thibaut, comment le clan Ferrari, lui, jauge cette défaite, entre guillemets, et cette deuxième place? Ils estimaient être satisfaits, on va dire, dans les déclarations officielles. Est-ce que c'est vraiment le cas? Quand on est Ferrari, qu'on est champion du monde en titre, qu'on a gagné le Mans 3 fois titre, on peut pas dire ça, surtout quand on roule à domicile. Donc évidemment qu'ils sont frustrés. Après, commencer une saison par une deuxième place et je sais plus combien termine, la 56e, 5e. Sixième, ouais. C'est quand même loin d'être catastrophique. Donc c'était pas la grande fiesta dans le clan italien, mais bon, ça tirait pas non plus trop à la tête. Eux, ils ont toujours, alors bon, ça m'agace toujours ces histoires de est-ce que qui est favori, qui est pas favori. On s'en fiche de qui est favori ou pas. Mais durant toute la semaine, ils ont clamé qu'ils n'étaient pas favoris. Quand on analyse à peu près la course, il semblerait quand même que la 499P était la plus rapide, qu'il y avait peut-être moyen de mieux faire, mais Toyota était plus fort. Et on a vu sur le plan stratégique, pour conclure Thibaut, dans le clan Ferrari, que AF Corse, donc la fameuse 499P jaune numéro 83 qui avait gagné Le Mans l'an dernier, c'est un petit peu fourvoyé dans la stratégie en misant sur une arrivée de la pluie plus conséquente. Et finalement, la 83 de Robert Kubica, Yeffier et Phil Hanson conclut la course dans le top 10 à la 10e place de cette épreuve d'Imola. Thibaut, on a parlé de Toyota et de Ferrari, donc les deux grands vainqueurs, on va dire, de cette première manche du championnat du monde d'endurance 2026, puisque Toyota fait donc 1 et 3 et encadre la Ferrari numéro 51. Et derrière, on a longtemps vu en début de course, Thibaut, la Cadillac numéro 12, c'est la transition que nous allons réaliser avec la pénalité que nous évoquions. Cette Cadillac numéro 12, hein, qui était pilotée en duo par Norman Nato et Will Stevens, puisque Alex Lynn, on vous le rappelle, il doit subir une intervention, ou a subi une intervention au niveau de la nuque pour régler un petit souci physique qui l'embête depuis quelques temps. Cette Cadillac, elle a été présente un petit peu en embuscade, elle a même mené quelques tours, mais finalement cette pénalité a vraiment coupé l'élan, Thibaut, de Cadillac et de Team Jota.
Ouais, c'est une frustration parce que pour le coup là Toyota, Cadillac, ils peuvent s'en prendre qu'à entre guillemets qu'à eux-mêmes. Ils ont fait une erreur. Il y a eu une erreur qui a été commise par un des pilotes et puis et ça a clairement eu un impact très conséquent parce que jusque là vous-même on prend les moyennes et tout. Bah je peux vous dire que la Cadillac elle était là étonnamment. Parce que c'est quand même pas à la base le circuit le plus favorable pour cette auto. La V-Series R était là, donc c'est dommage. Après, il y a encore une différence de performance qui est constatée entre la 12 et la 38 et qui s'explique pas. Honnêtement, ça vient pas des pilotes. Hein. Alors Bamber qui fait aussi l'IMSA, il joue pas les seconds couteaux aux États-Unis. Donc ça, va falloir regarder là-dessus. Mais en revanche, voilà, c'est une bonne première sortie quand même pour la Cadillac en WEC, l'évolution 2026, hein, qui est certainement la deuxième auto qui a le plus évolué et c'est surtout encourageant pour Le Mans parce que ce package il est dessiné pour la ligne droite du Mans, il devait gagner en vitesse de pointe et sur ce plan-là c'est réussi. On a vu d'ailleurs Will Stevens notamment doubler la Peugeot en début de course. Donc non, dans le clan Cadillac c'est la deuxième année où à l'issue de la première course de la saison ils ont vraiment de quoi être frustrés. Et surtout Thibaut, par contre, contrairement à l'an dernier à Imola où ça avait été vraiment compliqué, là pour le coup cette version Evo, même si le résultat final brut n'est pas celui attendu, on peut voir quand même qu'il y a eu un saut en performance, hein, et c'est un petit peu ce que mettait en avant aussi l'encadrement de Jota. Ils ont fait un pas en avant. Maintenant, ces championnats, ils sont courts. Il y a que 8 courses et alors dès qu'on passe à côté d'une, ça devient compliqué. Alors c'était pas une course longue, hein, c'était un coefficient 1, mais quand même, va falloir des spas, va pas falloir se rater si on veut jouer la gagne, en fin de saison. Parce que clairement, hein, quand on voit que l'année dernière, l'équipage de la numéro 12 est arrivé à la 3e place du classement avant la finale de Bahreïn, bon bah on refait les calculs sans l'accrochage du Qatar, bah je pense que ça change tout. Et là c'est encore dommage qu'il soit passé à côté. Et là pour le coup je peux vous dire que voilà, autant on parlait de Ferrari, j'ai senti beaucoup plus de frustration dans le camp Cadillac que dans le camp Ferrari dimanche soir. Et derrière donc Toyota et Ferrari, Thibaut, c'est Alpine qui termine le meilleur des autres, on va appeler ça comme ça. C'est le meilleur résultat et le meilleur départ pour la 424 sur une saison depuis le lancement du programme. Thibaut, on rappelle, hein, que le programme Alpine à 424 doit s'arrêter en fin de saison et la 4e place de Charles Milesi, Ferdinand Habsburg et du nouveau venu Antonio Félix da Costa. Ça met quand même un bon coup de boost pour cette équipe Alpine, hein, qui s'est battue tout au long de la course, notamment avec BMW. On va un petit peu prendre ces deux équipes dans le même moule rapidement, Thibaut. Alpine avec aussi une voiture qui a évolué, BMW aussi avec la voiture qui a évolué évidemment, peut-être un petit peu moins que Cadillac et un petit peu moins que Toyota par exemple. Comment tu juges on va pas l'appeler la deuxième partie du peloton, un petit peu le cœur du peloton qui ne s'est peut-être pas hissé au niveau exact de Ferrari et Toyota, mais qui était en embuscade, où il y a encore un gap selon toi? Ouais, après parler de cœur du peloton, je pense qu'aujourd'hui en exécution, notamment Ferrari et Cadillac, Ferrari et Toyota, ils sont vraiment au-dessus du lot. Et après, BM et Alpine, ils ont un petit peu la même trajectoire, mais pour plein de raisons, j'attends davantage de BMW. Donc il y a eu la numéro 20 hein, qui a pris une pénalité si je ne m'abuse. Donc la course n'a pas été parfaite, mais globalement eux ils estimaient ne pas pouvoir faire mieux. Ils estimaient être à la place à laquelle ils s'attendaient. Chez Alpine il y avait un peu de frustration malgré tout parce que si la 35 a fait une belle course, il y a eu des petites erreurs de commise. Est-ce que ça aurait pu aller chercher la Toyota numéro 7 pour la 3e place du podium? On ne le saura jamais, mais il y a eu des petites erreurs de commise. En revanche, les pilotes ont fait un super boulot. Honnêtement, les trois, on a beaucoup critiqué Ferdinand Habsburg qui a écopé de beaucoup de pénalités l'année dernière, qui a fait des erreurs, et là, il a fait certainement sa meilleure course avec Alpine. Da Costa, il y a rien à dire, hein, mais bon, c'est pas vraiment une surprise. Et puis Milesi, on commence à connaître sa pointe de vitesse. Après, il y a eu des grosses erreurs de commise sur la 36. Donc ça, c'est au niveau d'exécution, et ça, c'est dommage. Après, Victor Martin, ça en plus écopé d'un drive-through, mais en dehors de ça, les bons choix n'ont pas été tout le temps pris. Donc, comme dit Philippe Sino, il faut plus voir ça dans le sens, on a de la marge de progression et c'est intéressant. Mais bon, voilà, il y a qu'une voiture qui a brillé. PM, moi, je les attends plus haut, ça fait aucun doute. Mais ça fait longtemps qu'on le dit, Thibaut. C'est ça le problème. Ça fait longtemps qu'on le dit. Des fois, on a l'impression que la voiture, elle plafonne un peu en perf. C'est encore une fois le problème. Il est pas au niveau des pilotes. Hein. Ils ont pas mis ce qui se fait de mieux dans la matière. Et là, bon, il y a eu une pénalité. Ils ont écopé d'une pénalité, mais
ça a pas changé la face du monde au final. Ils sont là, le problème c'est qu'ils sont encore en train d'apprendre ce nouveau kit aéro, hein, qui apporte de la stabilité et qui donne de la confiance aux pilotes. Donc ça c'est bien, mais qui, pour l'instant, les pilotes nous disent ils estiment ne pas encore avoir débloqué totalement le potentiel de ce kit. Mais au final, voilà, ils étaient quand même un ton en dessous d'Alpine. Et il y a encore eu un souci technique, Thibaut, sur la numéro 15, hein, notamment, qui a vu son moteur changer hein, durant la semaine. Bon, ça aussi, c'est petite récurrence qu'il y a eu chez BMW. On voit quelques soucis techniques. C'est plus une nouvelle voiture, hein, pourtant. Donc bon, on sait que l'année dernière, Romans, ça a été compliqué. Il y a eu des fois encore des soucis derrière. C'est plus une nouvelle voiture et c'est sûr que ça aide pas. Ça aide pas. Mais bon, pour l'instant, moi, je suis déçu. Je suis vraiment déçu par BMW. Thibaut, une autre déception, celle-là peut-être plus importante que les autres, c'est Peugeot. Peugeot qui avait fait un petit exploit en qualification avec un très bon résultat pour la numéro 94, quatrième en une 30-220 quand la pole de l'Hyperpole était en une 30-127. Bon, ça a été un feu de paille, Thibaut, puisque la Peugeot numéro 94 est assez rapidement redescendue dans le peloton et la suite de la course n'a pas été en faveur du Lion, hein, avec un résultat final un petit peu compliqué, hein, puisque aucune des deux voitures ne termine dans les points en hypercar, 12e place et 16e place pour les deux 9X8. Thibaut, on va reposer encore cette question qu'on posait déjà l'an dernier. Est-ce qu'on peut attendre mieux en fait de cette voiture ? Bah, si tu me poses la question juste sur la voiture, ils avaient une BOP qui était très très loin d'être inintéressante, et ça suffit pas. Pourtant, alors après, elle était pas inintéressante, mais les valeurs sont quand même plus rapprochées que l'an dernier. Mais c'est un peu... Matej Jakobsen a fait un tour incroyable en qualif. Honnêtement, il a été assez bluffant. Loïc Duval fait un très bon début de course. Il se fait doubler par la Cadillac, mais de toute façon, on va pas se mentir, hein, dès qu'il y a des bosses, la Peugeot c'est pas encore son terrain de prédilection. Et là, je crois que c'est sorti du 12e virage. Ils peuvent pas lutter. Et derrière, il y a eu un premier arrêt déjà qui les a mis dedans, puisqu'il aurait fallu certainement faire un arrêt plus court. Ils se font passer par la numéro 20. Je crois qu'ils se font passer par un minimum de 4 voitures lors du premier arrêt ravitaillement. C'est là où ils ont perdu de la track position et ils ont jamais réussi à la récupérer. Et en fin d'épreuve, au dernier ravitaillement aussi, il y a une erreur de commise puisqu'il y a de la pluie qui arrive. Bon, ils décident de partir sur les médiums. Ils ont fait toute la course sur les médiums et c'était certainement pas la solution. Donc voilà, après la 93, Nick Cassidy est sorti 2 fois, notamment la sortie en sortant de la voie des stands. Donc c'est pareil, c'était fini des chances de briller. Mais après, là où c'est aussi un peu plus inquiétant, c'est il semblerait qu'ils sont en difficulté avec les pneumatiques par rapport à la concurrence. Donc je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines courses, mais encore une fois, j'ai l'impression que Peugeot doit faire le dos rond encore pendant cette saison 2026. Je ne m'attends pas à avoir beaucoup d'exploits. Ce qui est juste dommage, c'est que là, il y a eu des erreurs au niveau d'exécution, alors que en fin de saison dernière, si la voiture était en retrait, l'équipe avait été irréprochable et c'est comme ça qu'ils avaient réussi à signer des beaux résultats. Donc il va falloir corriger ça dès Spa. Mais non, c'était quand même chez Peugeot, c'était une grosse déception et clairement pas une entame de saison rêvée. Aston Martin, Thibaut n'a pas brillé plus que mesure avec il y a déjà une semaine qui a très mal commencé avec l'accident de la 009 de Marco Sorensen lors du prologue, hein, avec l'équipe qui a été obligée de changer de châssis. Finalement, Aston Martin sauve, on va dire, les quelques points de la 9e place avec la 007 d'Harry Tincknell et Tom Gamble. Bon, Aston Martin, on sait qu'ils sont dans on dirait que c'est une catégorie un petit peu à part, malheureusement encore. Hein. On sait il y a des moyens, mais finalement, Thibaut, on n'a pas l'impression que ça marche pour l'instant, que ce soit en WEC ou en IMSA. Ils sont un petit peu l'Aston Martin et la Peugeot, c'est un petit peu c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, le problème de la BOP actuelle, c'est qu'ils sont derrière, que donc il faut, pour les aider, faut que les voitures soient légères, puissantes, mais il y a un moment, les instances ils peuvent pas non plus mettre 400 kilos à la concurrence pour leur permettre d'être de niveau. Donc c'est aussi à eux de travailler. La voiture elle a pas évolué. On peut toujours se dire que Imola n'est pas son tracé de prédilection, mais encore une fois, cette voiture elle est géniale à voir passer, elle est géniale à entendre, mais j'en attends rien. Honnêtement, j'en attends rien. J'attends pas à ce qu'Aston Martin aille se battre avec Ferrari et Toyota et Cadillac. Non, clairement pas.
La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est faire leur course. Il y a un moment, je suis désolé, il y a une fenêtre de performance, il faut y être. Et on peut pas ralentir toutes les voitures sous prétexte que nous deux qui sont à la ramasse. C'était un petit peu la philosophie au début de ce règlement hypercar. Alors on y est un peu revenu. Hein. Maintenant l'idée c'est vraiment d'aider tout le monde. Mais bon, faut quand même que ce soit limité. Faut que ce soit limité. Sinon on se retrouve dans une position comme à Fuji l'année dernière avec des Ferrari, des Toyota, des Porsche qui sont incapables de doubler une Peugeot ou une Aston Martin et qui sont incapables de résister tant les voitures sont légères et puissantes parce que c'est le seul moyen de les aider. Voilà. Donc moi j'en attends rien. C'est la première course de la saison. Ils sont quand même aidés par le législateur autant que possible. Honnêtement, à eux de bosser. Sinon ça donnera rien. Thibaut, on va conclure cette catégorie hypercar par un mot forcément sur Genesis Magma Racing. On va occulter, Thibaut, le résultat global de l'équipe. Bon, la numéro 19 a connu un souci de capteur en début de course et a perdu beaucoup de temps. Au-delà de la piste, Thibaut, c'est quand même une marque avec Hyundai, le groupe Hyundai majeur dans le monde automobile avant tout, et une marque qui s'est déjà imposée notamment en championnat du monde des rallyes, et donc Genesis qui a fait ses débuts. La question elle est simple, comment tu vois un peu ce début de programme, et selon toi, est-ce que le package apporté pour l'instant par Genesis Magma Racing semble cohérent, on va dire, au terme de cette première course? Ils avaient le sourire en fin de course, honnêtement, et ils avaient des raisons de l'avoir. Ils avaient dit en arrivant, on est confiant quant à nos chances de rallier l'arrivée avec les deux voitures, mais on serait aussi étonné qu'il n'y en ait pas au moins une qui rentre dans le garage à un moment. C'est ce qui s'est passé. En revanche, pour avoir parlé avec pas mal de personnes au niveau organisation, ça s'est bien passé. Au niveau exécution, ça s'est bien passé. Tout n'a pas été parfait, mais honnêtement, pour une première, ça a été super encourageant. Largué en qualif, en chrono, beaucoup moins en course déjà. Au niveau du rythme, au niveau du rythme, si vous prenez les moyennes, les meilleurs tours en course et tout, ils sont quand même devant Peugeot. Ils ont une BOP de nouvel arrivants, et on sait que les nouveaux arrivants, la FIA et la CO l'ont encore expliqué, par manque d'informations, ils sont basés sur le meilleur de la catégorie, sur les courses prises en compte pour établir la compensation constructeur, et donc forcément c'est compliqué, hein. Ils sont partis, ils étaient très lourds et peu puissants par rapport notamment aux deux dont on parlait précédemment. Il y a ce facteur qui entre en compte, mais ce qui est sûr, c'est que la voiture a du potentiel, l'équipe aussi. Moi, je trouve ça super positif, ce que j'ai vu chez Genesis. Et on va vite les voir dans le coup, j'ai aucun doute. Après, aujourd'hui, comme le potentiel de la voiture est pas là pour divers facteurs, c'est plus dur de juger l'exécution. En tous les cas, notamment les pilotes, je pense à Mathieu Jaminet, André Lauteur, enfin tous globalement, ils ont des expériences en endurance chez d'autres grands constructeurs. Et ils avaient tous la banane et ils trouvent ça, au niveau opérationnel, organisation, apparemment c'était plutôt pas mal. Donc voilà, ce sera forcément mieux à Spa. Et puis surtout, faut pas oublier qu'Imola, c'est quand même un circuit qui est compliqué pour débuter. D'une, c'est très compliqué de dépasser. De deux, il faut céder des viewers pour tourner. Et ça, on sait que pour tout ce qui est power illégal et tout ça, c'est quand même très compliqué. On se souvient que pour Alpine, ça avait été très très dur en 2024. Mention, ouais, honnêtement, bravo à Genesis et je pense que c'est très encourageant pour la suite. Et c'était assez rigolo quand on demandait à la fin de la course à Mathis Jobert qu'est-ce que tu retiendras, et il dit si on m'avait dit que pour la première course de Genesis c'est ma première course en hypercar, je garderais une Ferrari pendant 15 tours dans mes rétros, j'aurais signé tout de suite. Donc non, clairement ils étaient contents et à juste titre. Thibaut, Laurent, pour conclure un peu cette catégorie hypercar, je vais te donner la parole, Laurent, puisque tu n'es pas encore intervenu dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info. Donc Thibaut était sur place, nous étions à distance. Comment tu as vu cette course un petit peu d'un point de vue extérieur, cette première course du championnat du monde d'endurance 2026? Je pense que le café était moins bon en France qu'en Italie, mais bon, ça c'est ça c'est une première chose, non? Non, bon, ok. Quoi dire de plus? De toute façon, tout a été dit. Ça fait 3 fois ça fait 3 fois d'affilée qu'on va à Imola. Ça fait les deux seuls constructeurs qui sont passés en hyperpole, si je dis pas de bêtises, à chaque fois, c'est Ferrari et Toyota, qui ont placé toutes leurs voitures en hyperpole les 3 dernières années. Donc, et là, quand tu regardes le résultat, évidemment, ça montre un peu je vais pas dire la suprématie, mais le fait que ces constructeurs étaient forcément au rendez-vous. Je pense qu'il faut aussi souligner les faibles écarts en qualif, enfin en hyperpole, pardon.
avec, je crois que le top 10 se tient en 6 dixièmes ou 600, 700 millièmes ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui est quand même nettement moins que les années passées où on était au-delà de la seconde pour les 10 premiers. Donc ça, je pense que c'est, à mon avis, quand même plutôt à souligner et plutôt positif. Et après, le reste, bon, le reste, tout a été dit et par rapport à Genesis notamment, je pense que là aussi, c'est forcément encourageant et je crois que c'était la première fois qu'il bouclait autant de kilomètres en une fois. Non, la deuxième fois, pardon. Je crois qu'il n'y a eu qu'une séance où vous avez bouclé, pardon, plus de kilomètres. Donc c'est forcément positif. Et après, comme ils l'ont rappelé chez Genesis, c'est un programme depuis l'annonce jusqu'à la course qui a été monté en je sais pas si on peut dire moins de 500 jours exactement, parce que je crois que c'est 499 exactement. La déception, enfin après, comme dit Thibaut, je pense que Aston, on peut pas en attendre grand-chose. Je suis pas persuadé en plus que le circuit d'Imola se prête vraiment à la Valkyrie. Le reste, après, bon, pas grand-chose à dire. Tout a été dit suffisamment. Pour rebondir sur ce que tu dis, Lolo, tu as eu raison de parler de la qualif serrée. On a eu une super séance de qualif. Mais honnêtement, la course a été très serrée. Elle a été très, très intéressante en hypercar. Et moi, je suis frustré notamment, que la Cadillac numéro 12 soit rentrée dans le rang. Est-ce qu'elle aurait pu se battre vraiment avec la Toyota et la Ferrari? On le saura jamais. Mais, quand on voit les moyennes, quand on voit ces chronos, il y avait vraiment du potentiel. Donc, ça s'est résumé finalement à un duel. Mais je pense que ça aurait pu être encore plus intéressant. Après, attention, on boude pas notre plaisir. C'était une super course. C'était vraiment chouette à suivre pendant 6 heures. Et surtout, voilà, c'est de bonne augure pour la suite, mais à condition que Jota, que Alpine fassent des courses totalement clean, totalement propres. Et parce que là, clairement, dimanche, il y a 3 voitures qui ont vraiment fait une course impeccable et irréprochable, si on peut dire. C'est les 3 qui sont sur le podium. Hein. Et on sait que sur un circuit comme Imola, où c'est impossible de dépasser, c'est ce qui fait la différence. On a vu, encore une fois, on a vu des Ferrari qui n'arrivaient pas à remonter alors que c'était les plus rapides en piste. Après, il y a pas mal de personnes, hein, après le week-end, qui disaient est-ce que Imola, c'est vraiment un circuit fait pour l'endurance? Non. Non, on va pas se mentir. C'est tellement compliqué de dépasser que c'est pas un circuit qui est fait pour l'endurance. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir une course intéressante. Et tous les pilotes vous disent qu'à conduire, par contre, c'est un circuit qui est vraiment extraordinaire. Mais voilà, par contre, dépasser, c'est mission impossible. C'est clair, je pense que c'est plus un circuit GT qu'un circuit proto. Tu penses parce que bon, enfin, t'as parlé de BM, on t'a parlé de la 15. Je crois qu'après un drive-through pour un souci sous drapeau jaune, je pense que de la 20, pardon. Je pense que la 15 avait pas un bon coup à jouer aussi, parce que je pense qu'il y a pas mal enfin, il y a pas mal de voitures quand même, je pense, qui attendaient la pluie, qui est pas venue. Et ça a un peu changé un peu les stratégies pneumatiques. Et je pense que la 83 pour la Ferrari et la BM pour la numéro 15, je pense que ça aurait peut-être, enfin après c'est un pari évidemment, mais ça aurait peut-être, s'il n'y avait pas eu cette petite erreur de pneumatique, je pense que ça aurait mérité mieux. De toute façon, les pneus, c'est ce qui a été aussi intéressant. C'est qu'en fait, on a vu notamment chez Ferrari, il y a une voiture qui est partie en full medium, une voiture qui est partie en full soft et une voiture qui est partie en mixte. Et ça, c'est Pierre Alves, le responsable des programmes endurance de Michelin, qui nous l'a aussi bien expliqué après l'arrivée. C'est qu'en fait, comme ils découvraient la gamme, ils ont un petit peu tous tâtonné. En plus, il leur fallait donner, ils avaient jusqu'à hier pour donner les spécifications pneus qu'ils souhaitaient pour les 24 heures, leur quota de pneus. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal d'équipes qui sont allées vers des stratégies différentes pour apprendre davantage sur la gamme. Et notamment, ça a été le cas de Ferrari. Moi, j'ai apprécié en revanche de voir le critère pneu avoir un impact tel sur la course. J'ai trouvé ça chouette. D'ailleurs, bravo à Michelin, c'est unanime, ils ont fait un super taf. Honnêtement, avec cette nouvelle gamme de pneus, ça va réduire les écarts au niveau du outlap, hein, en sortie de la voie des stands en pneus froids. Bon, Nick Cassidy peut pas en dire autant, mais globalement les constructeurs sont vraiment contents, notamment Alpine. Il nous disait ça change la vie, hein, sur le tour de sortie. Et donc ça, c'est intéressant. Après, forcément, là on a des stratégies très différentes au fur et à mesure quand ils vont tous apprendre la gamme, quand ils vont tous la comprendre. Bon, on devrait avoir des stratégies qui se regroupent un petit peu plus. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si Ferrari avait gardé la 50 dans le jeu, dans la lutte pour la gagne, peut-être que le scénario de la course n'aurait pas été pareil. Toyota, ils se sont retrouvés avec 2 voitures, avec 2 stratégies pneumatiques différentes, et c'était une force. Bon, bah voilà, il y avait 2 Toyota contre une Ferrari, et Toyota a exploité pleinement cet avantage. Et en plus, enfin, t'as eu pas mal de degrés quand même de temps et pistes différentes entre début de course et plutôt sur la deuxième partie de course. La température a quand même vachement baissé. D'ailleurs, c'est pour ça que Toyota, avec la numéro 7, ils auraient presque pu aller sur un quadruple relais.
avec le train de pneus médium, ce qui leur aurait certainement permis de sauver la deuxième place et de faire un doublé. Sauf qu'en fait, il y a eu une telle différence qu'en fait, ils allaient descendre trop en pression, donc ils allaient être pénalisés, hein, puisqu'il y a des pressions à ne pas dépasser. C'est sûr que c'était assez différent. En tous les cas, voilà, c'était extrêmement intéressant. Après, on a appris beaucoup sur cette gamme de pneus, mais attention, à Imola, c'est un circuit qui est pas du tout énergivore pour les pneus, et c'est ça qui va être intéressant de voir à Spa, c'est que pour le coup, c'est le contraire. Donc, il y aura encore beaucoup d'enseignements à tirer sur la nouvelle gamme en Belgique. On disait, il y a des constructeurs qui se plaignaient du fait que les constructeurs engagés aussi en IMSA avaient eu un avantage parce qu'ils avaient davantage roulé avec la nouvelle gamme. Bon, bah, en tous les cas, ce qu'on a vu sur la piste, c'est pas forcément, c'était pas forcément ça. Chapeau à Michelin, globalement, ça fait unanimité cette nouvelle gamme et ce sera très intéressant encore de voir ce qu'il en est à Spa. Les plages de température, elles se recouvrent bien, c'était l'objectif. Il y a vraiment une mise en chauffe qui a été sacrément améliorée, donc tout le monde est ravi. Par contre, donc je crois que c'est 105 tours hein, pour la Toyota numéro 7, hein, avec le triple relais. Par contre, il y a un truc qui serait bien vu quand même, je parle principalement pour les gens qui sont pas sur place, alors on le voit quand même de temps en temps à l'écran, ce serait bien d'avoir un truc qu'on voit un peu plus souvent, les stratégies pneumatiques à l'écran, pour savoir qui fait quoi, qui change quoi. Si on change que d'un côté, si on panache selon ce qu'on fait, je pense que pour le public, ce serait plutôt une bonne idée. Laurent, je vais poursuivre avec toi car ce sont deux équipes que l'on connaît bien du GT World Challenge Europe qui ont brillé en catégorie LMGT3. Laurent, tout d'abord, Garage 59 est passé tout près de début quasi parfait puisque Tom Fleming avait signé la pole position samedi, une pole position assez remarquable avec la McLaren 720S LMGT3 Evo numéro 10 qu'il partageait avec Antares O et Marvin Kirchhofer. Malheureusement, Laurent, c'est la technique qui a encore une fois chez Garage 59 failli, puisque on sait que l'écurie avait déjà eu quelques avatars techniques comme ça en GT World Challenge Europe, notamment l'an dernier au Paul Ricard. Et la technique a fait défaut dans la dernière heure, la dernière demi-heure même, à cette McLaren numéro 10. Et au final, Laurent, c'est Team WRT qui retrouve la victoire en LMGT3, la première fois depuis 2 ans, puisque leur dernière victoire remontait à Imola 2024, la seule d'ailleurs, de BMW en LMGT3 en WEC. Laurent, Team WRT avec un équipage nouveau, un équipage rookie, Dan Harper, Anthony McIntosh et Parker Thompson. On les avait vus en Asian Le Mans Series cet hiver, avec des résultats déjà plutôt convaincants en GT. Là, ils ont certes profité de ce pépin mécanique de McLaren et de Garage 59, mais ils ont été là durant la course, Laurent, puisque dès le début, on a vu quand même Anthony McIntosh notamment très incisif avec cette BMW M4. Je vais déjà tordre le cou à ce qu'on a pu entendre depuis l'année passée, ou non, depuis les débuts de la catégorie LMGT3, comme quoi les équipes qui venaient du GT World Challenge n'avaient pas forcément le niveau au début, qu'il fallait du temps et tout. Je pense que c'est très mal connaître le niveau du GT World Challenge Europe en termes d'exécution. Contrairement au WEC, déjà, le GT World Challenge Europe a une classe pro, ce qui n'est pas le cas ici où on a quand même à faire du programme. Alors oui, Codis ASP a peut-être mis un petit peu de temps à lancer sa saison avec Lexus la première année parce que c'était plus la découverte de la voiture que la découverte du championnat. Je pense que si tu as mis une Mercedes AMG à l'équipe de Jérôme Polican, bon, même si après il y avait l'histoire des couples-mètres, donc il fallait un peu tout apprendre, mais c'était la même chose pour les autres constructeurs. Et là, on voit que Garage 59, qui a aussi l'habitude du GT World Challenge Europe, même si c'est une équipe qu'on a vue dans le passé dans des championnats assez hauts, notamment en Asian Le Mans Series, bah, elle montre qu'elle est là. Alors oui, il n'y a pas de bol. Alors enfin, t'es aussi bien placé que moi pour le savoir qu'on a eu aussi dans le passé quelques couacs avec la McLaren chez Garage 59. Il y a quelques petits pépins mécaniques. Maintenant, il faut quand même saluer quand même la perf de Tom Fleming, hein, qu'on avait connu enfin, qui a percé après le Ferrari Challenge, justement en GT World Challenge Europe, mais dans le championnat sprint avec AF Corset en 2024. Donc c'est une belle perf de Garage 59, sachant que Garage 59 en plus fait place à un programme quand même qui est multiple, hein. Il y a le GT World Challenge Europe, le championnat du monde d'endurance, donc ça fait quand même beaucoup en termes de programmes internationaux. Il y a eu les 12 heures d'Abu Dhabi fin décembre, donc il y a quand même beaucoup de travail. Bah écoute, ils n'ont pas à rougir du départ de United Autosport, hein. Je pense que Garage 59 dès le début a été plus brillant que United Autosport, sans faire injure à l'équipe. Sans ce problème sur la voiture de Tom Fleming, ça méritait mieux que le résultat final. Mais c'est déjà une belle entame. Sinon, écoute, quoi dire, BMW et le team WRT, c'est la seule marque et la seule équipe à avoir placé ces deux BM sur les 3 éditions à Imola en hyperpole. Et que là, cette année, par contre, on peut voir que c'est quand même assez serré entre les marques.
parce que à part Aston Martin, qui là n'était pas qui avait aucune voiture en hyperpole, mais sinon Lexus et BM, c'était les deux seules marques à avoir placé leurs deux voitures en hyperpole. Et après, oui, c'est un circuit qui convient bien à BM. Il y avait eu un doublé déjà en 2024, deuxième place en 2025, une victoire en 2026. Et avec un équipage qui est pas forcément connu. Alors si on met un petit peu de côté Dan Harper quand même, qui a été repéré par BMW il y a quelques années en le formant avec son compère Max S et Neil Verhagen sur la Nordschleife. Et ça a été une bonne formation parce que Dan Harper maintenant, même si c'est pas le plus médiatique, ça fait partie des pilotes qui sont très vite et qui en plus sont très sympas. Parker Thompson, qu'on avait plus l'habitude de voir aux États-Unis, et là, je sais pas dire si on peut dire la révélation. Enfin, oui, si on peut dire la révélation d'Anthony McIntosh, qui a débuté en wake l'année passée un peu à la hâte chez Racing Spirit of Léman à Sao Paulo, je crois de mémoire. Et je pense que chez WRT, avec Anthony McIntosh, qui est quand même le bronze, donc qui paye forcément le programme, on n'est pas arrivé comme ça en wake en claquant des doigts. On s'est dit, attends, on va préparer la saison wake en faisant l'Asian Le Mans Series, avec le même équipage, la même équipe, la même voiture. Donc ça, c'était quand même plutôt bien vu, c'était quand même une bonne idée. Et je crois qu'ils ont fait 2 victoires, il me semble, de mémoire, en GT, en Asian Le Mans Series. Et Anthony McIntosh, quand tu sais que ce gars, avant le Covid, n'avait jamais mis son cul dans une voiture de course, qui revient de loin, on vous encourage à lire l'article qu'on a publié à son sujet, qui a quand même frôlé la mort, qui a découvert la compétition via un track day, qui a fait la Mazda MX-5 Cup, qui a été coaché, qui a fait du Lamborghini Super Trofeo en AM et qui a 2 titres, puis qui se retrouve en WEC et qui fait 3 courses l'année dernière et qui là fait la première course en WEC avec WRT cette année et qui gagne et qui a été très bon. Donc là-dessus, c'est une belle histoire et c'est une belle histoire. Et puis bah écoute, BMW revient par la grande porte pour l'instant. Et pour conclure rapidement cette catégorie LMGT3, Laurent, on peut signaler encore une fois la science de la course de Manthey, qui n'avait pas forcément beaucoup brillé en qualification, mais qui a remonté les deux Porsche 911 LMGT3 R Evo en 3e et 4e position, et le bon début de course de Ford, et notamment de la numéro 88, où Logan Sargent, on rappelle, évoluait. Et on a vu cette 88 aux avant-postes, notamment avec Stefano Gattuso. Mais t'as toujours eu ces 3 dernières années à Imola, t'as toujours eu une Porsche sur le podium. Finalement, LMGT3, ça a fait victoire, troisième, troisième. Alors qu'en début de course, c'était pas forcément gagné parce que les Porsche, on s'est dit là, ça va prendre cher et finalement, Et il y a eu des pénalités. Hein. et pénalité et c'est revenu et tu vois, et t'en as quand même une qui monte sur le podium. On va pas se mentir. Hein. Va falloir encore aller chercher Manthey cette année. Hein. Ouais. Ouais. Et moi, quand tu parlais, je vous coupe un peu, désolé. Il y a quelques pilotes qui vont donner mal à la tête à certains, hein, parce que entre Adrien David en silver et un Peter Dempsey en bronze, on a quand même eu une situation assez cocasse avec Racing Team Turquie qui fait quand même débuter son silver. Hein. C'est pour vous dire ce qu'il envoie le bronze. Hein. Donc ouais, mais ça, bon, après, ça c'est l'éternel débat, l'éternel sujet, mais ça, t'as raison, hein. Ça va donner des maux de tête à certains et la catégorisation de pilote est ce qu'elle est. et grosse déception pour Acodis quand même, hein, faut le noter. On s'attendait pas, Bah ouais, on s'attendait pas à les voir briller à Imola et ils ont vraiment été là. Et hélas, ouais, les 2 Lexus en hyperpole. ouais. Et début de course, c'est la loi des séries. En espace de 1 minute, les deux s'arrêtent pour des raisons totalement différentes. C'était un peu dur. 3e et 4e l'an dernier, et là, ça partait sur un bon rythme, et c'est un peu ce qui m'a fait plonger dans mes pronostics d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais ouais, on attendait mieux, surtout après les essais. Surtout quand on a pu aller voir avec Pierre Jérôme Polican il y a quelques semaines. En plus, on a bien travaillé, on a encore gagné du poids sur cette Lexus qui est quand même en fin de vie. On attend l'arrivée de la nouvelle GT3 et on a quand même arrivé à grappiller quelque chose en termes d'évolution pour toujours la faire progresser. Sachant en plus que la gamme, enfin, au niveau des pneumatiques Goodyear, ça évolue cette année avec une gamme unique avec les pneus médiums. On a plus les pneus durs comme on pouvait avoir l'année passée, notamment à Sao Paulo. Et ça ouvre un peu plus de stratégie. Il y a plus de pneus qui sont alloués cette année par rapport à l'année passée aussi. Et ce qui est assez, je sais pas si on peut dire marrant, mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que il y a quelques voitures qui ont 5 arrêts et t'en as d'autres qui en ont 8. Donc on va quand même de 5 arrêts à 8 arrêts. Je crois que les 2 BM ont 5 arrêts. Il me semble qu'il y a la Ford aussi, la 88 et je pense la McLaren. Et tu prends la Porsche qui finit 3e, elle compte 8 arrêts quand même sur la course. Après, encore une fois, il y a les pénalités hein, qui comptent. Hein. Ouais, il y a les pénalités. Mais justement, donc avec les pénalités, il faut quand même arriver à remonter. Ah bah complètement. Et cette 3e place de la Porsche, c'est quand même assez inespéré.
Thibaut, Laurent, on a fait le tour un petit peu du résultat de ces 6 heures d'Imola, la première manche du championnat du monde d'endurance 2026. Il y a évidemment un sujet sur lequel nous ne pouvons pas ne pas revenir, c'est la balance de performance. Cette fois, nous n'allons pas parler de chiffres, messieurs, puisque la balance de performance va être tenue plus ou moins secrète. C'est ainsi qu'en ont décidé la FIA et la CO. Avec Thibaut, tu vas nous expliquer un petit peu ce contexte qui s'est présenté durant le week-end d'Imola, puisque habituellement les tableaux de balance de performance étaient diffusés, on va dire, le lundi, sur la partie du notice board réservée aux décisions techniques, les technical bulletins, comme on les appelle. Et puis on n'a rien eu, et puis en fait, Thibaut, la FIA et la CO ont décidé de ne pas dévoiler publiquement ces chiffres. Donc déjà, explique-nous un petit peu ce qui s'est dit dans cette communication que tu as pu avoir avec les autres médias qui étaient présents sur place, avec notamment Bruno Famin qui a été au cœur des explications de ce nouveau système, du coup, autour de la balance de performance en WEC. Ah bah Bruno Famin, il a eu de la chance, à peine nommé, il a déjà dû se pencher sur le sujet. Globalement, les explications qui nous ont été données, c'est que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui est parfois incompris, qui peut être déformé par beaucoup. La balance de performance, et notamment ce qu'on appelle la compensation constructeur, elle est notamment elle est basée sur les paramètres d'homologation de la voiture, et forcément après la compensation constructeur découle des paramètres d'homologation de la voiture, et donc ces fameux chiffres que l'on voit dans la table de la BOP, en fait, il faut les interpréter de paramètres constructeurs, Thibaut, que nous n'avons pas. Exactement, on les a pas, ces paramètres d'homologation, et les autres constructeurs n'ont pas les paramètres d'homologation des autres voitures. Alors après, les ingénieurs font du retro engineering, et il y a un moment, ils obtiennent certainement quelque chose d'assez cohérent. Mais bon, voilà, globalement, c'est pour ça que la FIA et la SO ont pris la décision de ne plus publier la BOP, c'est pour ne pas qu'elle soit interprétée à tort, très souvent de manière négative. Et donc voilà, pour s'épargner ça, ils ont décidé de ne pas la publier. Il faut savoir qu'elle n'est pas rendue publique. En revanche, tous les constructeurs, bien évidemment, l'ont. En tous les cas, au niveau les gens à qui ça sert à quelque chose. Et croyez-nous, il y a beaucoup de pilotes qui ne l'ont pas. Les dirigeants techniques des constructeurs ne leur transmettent même pas, pour éviter certainement des fuites ou autres. Donc voilà, non, globalement, ça nous a été expliqué qu'elle ne serait pas rendue publique parce que c'était mal interprété, et souvent de manière trop négative, alors que globalement, je sais pas comment dire ça, c'est pas qu'on peut pas la comprendre, mais voilà, ils estiment en tous les cas que vu qu'on n'a pas en notre possession les paramètres d'homologation, ça sert à rien de nous donner ces chiffres de valeur de BOP, de poids, de puissance et tout ça. Donc forcément, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler dans le paddock. Il y a des pour, il y a des contre, mais bon, après les constructeurs en soi, ça leur change pas grand chose. Moi, si vous voulez mon avis de journaliste, j'ai été étonné. Disons que je pense que si la BOP était modifier légèrement le niveau de poids et des puissances des voitures, je m'en ficherais de ne pas l'avoir. Aujourd'hui, il y a quand même des écarts qui sont qui sont encore importants, qui sont encore trop importants. Et le problème, c'est que nous, dans nos analyses de course, ça peut avoir un impact. Je vous donne un exemple très bête. Forcément, s'il y a une voiture qui fait 40 kg de plus que l'autre, déjà, ça peut avoir un impact sur le facteur pneu. Donc, comment j'analyse ma course si je n'ai pas les chiffres? Si, par exemple, dans le deuxième relais, les pneus se dégradent plus que de raison par rapport aux autres, est-ce que c'est l'équipe qui est pas bonne? Est-ce que c'est la voiture qui est pas bonne? Si ça se trouve, non, pas du tout. C'est juste que la voiture, elle fait, 50, 60, 70 kilos de plus que ses rivales. Donc moi, c'est pour cela que ça me manque. Après, encore une fois, si la BOP n'avait qu'un impact, on nous dit qu'elle a un impact qui n'est que très relatif sur les performances. Je pense qu'il en a un petit peu plus qu'on veut bien le dire. Encore une fois, ça, je m'en ficherais. Mais on a quand même encore des écarts de quasiment, de 50 kilos et de 15 kilowatts entre des voitures. Et donc, mine de rien, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un paramètre de performance. Si ça a un impact si faible, c'est encore plus dommage de pas la diffuser. Alors si ça n'a pas un impact réel sur le résultat final, à la limite tu peux la publier, ça va pas changer grand chose. Mais j'ai envie de te dire, si c'est un impact qui est si minime sur le résultat final, faut même pas la mettre. Ou faut pas la mettre, mais à la limite, tu vois. On s'épargne le débat. Non, mais après, je trouve que tu sais comme moi qu'il a été proposé aux constructeurs l'année dernière, notamment, on va la supprimer. On est bien, tu vois, et à un moment, tu proposes même pas, tu tapes sur la table, tu dis, ok, on la supprime.
et terminé. Alors oui, alors moi déjà je vais apporter une petite précision parce qu'il y a beaucoup de gens c'est de l'abus de langage. Il y a beaucoup de gens qui parlent de supprimer la BOP. Et ça j'entends ça tout le temps. Et il y en a qui disent il n'y a pas de BOP au Mans. Si, sauf que la BOP au Mans, elle n'est basée que sur les paramètres d'homologation. Au Mans, il n'y a pas de compensation constructeur, à savoir il n'y a pas de compensation calculée. Donc ce sont ces fameux chiffres de BOP notamment qu'on voit dans le tableau qui sont calculés sur les résultats, enfin pas les résultats, excusez-moi, les performances des voitures sur les courses d'avant en fait. Donc déjà, il faut surtout, moi quand j'entends les gens dire il n'y a pas de BOP, on l'enlève, non, il n'a jamais été question d'enlever la BOP. Vous enlevez la BOP, mais le chrono tour entre la Ferrari et l'Aston Martin, mais l'Aston Martin elle termine en GT3. Enfin, je veux dire, c'est même pas en rêve. Le potentiel des voitures, il est différent. La fenêtre d'homologation est censée être restreinte, mais je suis désolé. Enfin, il y a quand même une différence de performance qui est assez colossale. Et pour le coup, on n'aurait pas tous ces constructeurs. Donc voilà, juste déjà pour commencer, arrêtons avec cet abus de langage. Quand les gens disent, et notamment je sais que Ferrari s'en est beaucoup gargarisé parce qu'eux ils ont dit bah nous on est pour enlever la BOP, il n'a jamais été question d'enlever la BOP, ou alors je me trompe complètement, pour moi il était éventuellement suggéré d'enlever la compensation constructeur. Mais le problème c'est que pour le championnat en tant que tel, c'est pas possible. Je suis désolé, il y a trop de différences de performance entre les voitures et cette compensation constructeur et cette BOP, elle est hélas nécessaire. Puis tu peux pas commencer avec un règlement et en plein milieu de règlement dire bah, on enlève une Mais partie du totalement. règlement. C'est soit tu commences, tu vas au bout et après tu vois. Faudra voir dans la. C'est un autre débat en fait. Comment. C'est quand même un élément qui est central dans l'établissement du championnat. C'est la même chose en GT3. Sans la balance de performance, on sait qu'on n'aurait pas les plateaux qu'on a. Comment on peut ne pas rendre public un élément qui est quand même central au départ? En fait, c'est peut-être là aussi qu'il y a le débat. Mais le truc, c'est que je pense qu'il y a deux façons il y a deux façons de voir les choses. Tu as la façon du public, où je suis pas persuadé qu'il y ait grand monde dans le public, tu vois, qui connaissent la BOP, qui savent comment ça marche. Les gens viennent voir une course de voiture, à la limite qu'il y ait un écart de 40 chevaux ou de kilos, ou je sais pas quoi, ou peu importe. Les gens s'en foutent. Les gens viennent voir une course de voiture. Le problème, c'est que trois quarts des gens qui sont en salle de presse sont des gens spécialisés. Donc, ils doivent parler d'un truc, qui doivent parler d'une course, qui doivent parler d'une compétition sportive. Et à un moment, je trouve que si tu veux parler de la compétition sportive dans son ensemble, faut au moins que tu en connaisses les règles. Mais total. Je veux dire, tu peux pas, dans quel sport est-ce que tu peux faire une analyse d'une compétition sportive si t'as pas toutes les règles? Du début à la fin. Et ça, c'est un peu ce qui, moi, me chagrine. Après, la décision a été prise de pas la diffuser. Après, moi, je respecte la décision, hein. C'est une décision de promoteur. Ok, on est, ok, bon, on n'a pas de BOP. Maintenant, et la deuxième chose que moi je regrette un peu, c'est que l'IMSA continue à la dévoiler, enfin à donner les chiffres. Et, John Doonan, le week-end dernier à Long Beach, a encore expliqué que eux, ils continuent à la publier parce que justement, ça a aidé aux fans à comprendre. D'un côté, on dit, ok, on va la publier parce que ça vous permet de comprendre une partie, même si les gens ne comprennent pas la totalité, ça j'en ai bien conscience. Mais déjà, nous, ça nous permet, quand tu es spécialisé, comme disait Thibaut tout à l'heure, de mieux comprendre et de mieux analyser une course. Si t'as pas toutes les données, Ah bah, c'est sûr que là en IMSA, on a une Porsche, excuse-moi je te coupe, on a une Porsche qui a 1100 kilos. ouais. Elle fait 70 kilos de plus que la Aston Martin. N'allez pas me faire croire que ça n'a pas un impact sur les pneus. Donc là, c'est plus facile à expliquer, à faire une analyse, à faire comprendre aux gens pourquoi. Alors que là, tu t'as pas les règles, t'as pas toutes les règles. Alors je veux bien croire, hein, je suis pas ingénieur, j'ai pas fait maths sup, maths spé, j'ai pas bac plus 5. Maintenant, je comprends le promoteur qui dit ouais, mais vous avez pas tous les chiffres et c'est difficile de tout analyser. Ok, mais ça Et te on permet l'écrit au à chaque moins. fois, Ouais, on le reconnaît exactement, d'ailleurs. exactement, exactement. Mais ça te permet au moins d'avoir une base d'explication. Et après, on va pas se mentir. Après, le problème, c'est que si tu lis tous les commentaires qui sont sur Internet, bah là, t'en sors plus. Là, tu finis à l'asile psychiatrique, là. Je veux dire, à un moment, c'est pas parce que Ferrari fait un 2-3 au prologue, en première séance du prologue et tout de l'année, que Ferrari a déjà tué le championnat. C'est un reflet de la société actuelle où dès que t'as un truc, c'est bon pour critiquer. Donc, mais je trouve ça un peu, enfin pas étrange, mais enfin ouais, je trouve ça un peu paradoxal que d'un côté de l'Atlantique, on te dit non, non, mais nous on donne les chiffres et on n'hésite pas à former les gens, à expliquer comment ça marche. Le problème, c'est qu'en plus, nous, on n'a jamais, je vais pas dire qu'on manque d'éducation, mais on n'a jamais vraiment été éduqués à comment ça fonctionne. Et c'est la même chose dans d'autres championnats, hein. On n'a pas en début de saison, on n'a pas un cours, ouais, un cours, moi j'appelle ça un cours, pour qu'on t'explique un peu comment ça fonctionne.
Chez SRO, c'est la même chose. On l'a eu, et là, je dois. J'ai d'ailleurs remercié Bruno Famin, Marek Navareki, qui sont venus un peu nous remettre les bases de la BOP. Et c'est à cette occasion qu'ils nous ont confirmé que la BOP ne serait pas rendue publique. Oui, ils viennent te voir pour te dire qu'elle sera pas rendue publique. Ah, super, voilà l'affaire. Non, mais après, ils ont quand même repassé en revue le système. Moi, j'en reviens à la même chose. On a eu des gens qui ont été ravis de pas connaître les chiffres de BOP parce qu'en fait, ça n'a pas pollué leur esprit quand ils ont vu la course. Voilà, moi, j'en reviens juste à ce que je disais, c'est s'il y a des écarts qui sont importants au niveau du poids et de la puissance, j'estime que nous sommes en droit de savoir parce que on ne fera pas croire que ça n'a pas un impact sur la performance, que ça n'a pas un impact sur la course. On a vu des voitures, encore une fois, je reprends l'exemple de l'IMSA avec une Porsche à 1100 kg. Je suis désolé, 70 kg, ça a un impact. Alors là, on n'a rien vu, notamment pour parler de l'IMSA. On n'a rien vu parce que c'est une course sprint à Long Beach qui a eu 5 interruptions de course. Donc de toute façon, les pneus ils pouvaient aller facilement au bout, quel que soit le poids. Après, si la BOP était si faible, je m'en ficherais d'avoir les chiffres. Ce qu'on peut constater, en tous les cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que les chiffres sont quand même c'est plus resserré que l'année dernière. Mais voilà, il y a encore des disparités, mais c'est plus serré. Et voilà, moi j'adorais le système d'éventuellement caper cette BOP comme il en avait été question à 20 kW et 20 chevaux de différence maximum entre les voitures. Bon, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été adopté, mais en tous les cas, les écarts sont moins conséquents. Voilà. Moi, je veux juste, c'est ce que je disais, moi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que nous, en tant que médias, on doit expliquer pourquoi les bonnes et les contre-performances des uns et des autres. Et je suis désolé, ça a quand même un impact qui est non négligeable. Et notamment, on sait que l'année dernière, au Mans, il y a cette BOP à double étage, la Dual Bend BOP qui a été mise en place et qui était censée niveler les vitesses de pointe. Et bon, on a vu que c'était pas encore optimal. Donc au Mans l'année dernière. Donc voilà, moi je demande juste à avoir des infos qui me permettent d'analyser les performances des uns et des autres. Comment ça a été perçu d'un point de vue médiatique à Imola, le fait qu'on n'ait pas les chiffres? En fait, les avis divergent parce que tu vois, tu parles du grand public, mais il y a une bonne partie des médias qui comprennent pas non plus. Hein. Et il y a une bonne partie des médias généralistes de toute façon, et c'est un peu ce que nous ont fait comprendre Bruno Famin et Marek Navariki. C'est oui, les lecteurs d'Endurance Info, ce sont des gens qui sont quand même des très grands passionnés qui ont besoin de comprendre. Après, vous prenez la presse plus généraliste. Il y a l'exemple parfait. La semaine dernière, le Figaro a fait une page complète sur le WEC. Enfin, le WEC en partie, parce que là, il y avait une partie sur le développement de la Chine en sport auto. Et la deuxième partie, c'était sur la saison WEC, évidemment, avec un focus sur Peugeot et Alpine, parce que c'est les deux constructeurs français. Mais c'est sûr que si tu commences à expliquer ce système-là dans le Figaro, je pense que là, tu as perdu tout le monde. Donc là, ça peut se comprendre. Mais c'est Et sûr. tu vois, et le journaliste qui vient pas forcément sur toutes les courses de WEC, forcément qui va pas rentrer dans le détail, il va certainement pas se risquer à parler de BOP sur un truc qui est assez complexe à maîtriser. Maintenant, tu vois, c'est un peu ça le truc, c'est que nous, on n'a pas le même lectorat que le Figaro. On a certainement des lecteurs qui disent le Figaro, mais inversement, on va pas traiter un résumé de course sur un média spécialisé qui fait de l'endurance 365 jours par an que sur un journal économique ou politique. Donc moi, après, je reproche pas qu'on nous la dévoile pas. Je reproche juste que j'aime bien connaître les règles du jeu quand je regarde un sport. Après, pour répondre à ta question, j'ai vu des articles de médias étrangers assez durs qui n'ont pas été avec le dos de la cuillère au moment de s'exprimer sur le fait que la BOP ne soit plus publique. Non, mais après, chacun a un avis, tu vois, après... Ça a été très, très... Voilà, j'ai vu des articles assez corsés sur le sujet. Pour une fois que c'est pas nous. Tout le monde n'apprécie pas la chose. Après, voilà, enfin, je veux dire, nous, on est au cœur du paddock, on a les informations qu'il faut, et voilà, mais c'est... Après, moi, j'ai été... Il y a un truc que je me souviens, où j'étais toujours raccord avec Gérard Neveu quand il était à la tête du WEC, de parler plus des pilotes à la limite que des machines. Que le public et les machines, il comprend pas la totalité. Sur ce plan-là, on peut pas lui donner tort à 100%. C'est vrai de toute façon, aujourd'hui, avec des voitures figées, de toute façon, on va pas en parler, on va parler longtemps des machines. Bon, c'est vrai qu'il y a des histoires humaines à raconter, même si pour ça, enfin ça, on en parlera certainement plus tard, il faudrait
qu'on lâche aussi un petit peu de lest par rapport à la façon de travailler, par rapport à la disponibilité, par rapport au fait que les gens puissent s'exprimer, on va dire librement, ce qui est pas forcément le cas, mais tout le temps. Mais bon, ça c'est valable en endurance, mais c'est valable dans d'autres sports aussi, hein. C'est pas une critique envers la discipline, hein. C'est plus le sport actuel qui fait ça, à part des sports hyper médiatisés à la limite où les gens sortent un peu la sulfateuse à tout va. Après, nous, dès que tu as une virgule qui est pas au bon endroit, c'est plutôt toi qui prends les coups. On fera avec sur les chiffres, mais rendez-vous à Spa pour une deuxième manche en espérant qu'elle soit aussi disputée que la première. Au terme de ce débat, messieurs, sur la révélation publique ou non, donc non publique cette année de la balance de performance, nous avons fait le tour des 6 heures d'Imola, la première manche du championnat du monde d'endurance 2026. Thibaut et Laurent, merci pour ce long débriefing. La prochaine manche, elle aura lieu début mai aux 6 heures de Spa, la dernière épreuve avant les 24 heures du Mans qui auront lieu. Elle, mi-juin, comme à l'accoutumée. Thibaut et Laurent, merci pour ce temps passé dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info. Et on se donne rapidement rendez-vous dans un prochain numéro. Salut à tous. Bye bye.